Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, en ce fin dimanche. Ce dimanche très triste pour la nation congolaise et pourquoi pas pour le monde entier, car vous le savez, la République démocratique du Congo vient de perdre un grand monument, un baobab de la scène musicale. Papa Wemba a tiré sa révérence, en tout cas sur scène, comme il a vécu, bien habillé. Et je crois que pour rendre hommage à ce grand musicien, à ce grand artiste, une minute de silence pour lui. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis avec un jeune cadre, je sais qu'il n'aime pas qu'on l'appelle jeune, mais il est quand même. Donc jeune cadre du PPRD, Patrick Kanga, et avec lui nous allons débattre de temps forts de l'actualité pour cette semaine. D'abord, nous allons commencer par cette nouvelle triste. Patrick Kanga, est-ce que vous aimez Papa Wemba? Vous connaissez sa musique? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Papa Wemba? Bon, Papa Wemba, c'est triste même de le conjuguer au passé, parce que à peine nous étions en train de le voir sur scène. Papa Wemba, c'est l'artiste de toutes les générations. Il a été l'idole de nos parents, il a été notre idole, il a été l'idole de nos jeunes frères, donc il a été presque intemporel, parce qu'il a eu à survivre à toutes les générations, à s'adapter à toutes les générations, avec des thèmes, avec des musiques, des sons avant-gardistes comme Fan, tout ça, où déjà il avait un œil sur l'international, avant plusieurs artistes africains. Donc c'est un monument que nous perdons et encore une fois nous sommes profondément attristés. Et c'est un vibrant hommage que nous adressons à ce grand artiste et à toute la famille Viva la Musica ainsi qu'à toute sa famille biologique. Et Gabriel Chabani, PDG de Congo Web Télévision, en tout cas présente aussi ses condoléances à la famille biologique et musicale de la République démocratique du Congo, ainsi que tous les journalistes et chroniqueurs musicaux qui ont connu Papa Wemba. Parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu sur Congo Web Télévision, je lui ai dit, Papa Wemba, vous ne savez pas ce que vous représentez pour la nation congolaise et pour le monde. Je crois que vous êtes... Je lui avais dit, peut-être vous ne connaissez pas vous-même, mais vous représentez beaucoup pour cette nation et pour toutes les générations, comme l'a dit Patrick Kanga. En tout cas, hommage à toi et je crois que tu resteras immortel et tes œuvres parleront pour toi et tu resteras dans mon cœur. Alors nous allons entrer maintenant de plein pied pour casser un peu cette ambiance triste. Nous allons parler du dialogue. Comme vous le savez, le dialogue, on doit dialoguer selon certains et pas selon d'autres. Et bien nous vous proposons pour ce premier chapitre la sensibilisation du dialogue à l'UFC et la sensibilisation pour ce dialogue au sein du parti PPRD, le parti cher à Patrick Kanga. Alors, la jeune leader Tomito Songola. Les jeunes leaders du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie se veulent partisans du développement et de l'émergence de la RDC. Ce week-end, ils étaient dans la commune de Lemba, dans la salle Galilée. Ici, il était question d'abord de sensibiliser les jeunes de cette commune sur la responsabilité et la prise de conscience, mais également sur la nécessité du dialogue national inclusif. S'en est suivi de l'installation du comité des carrefours citoyens et des jeunes leaders et brigades de surveillance dans chaque quartier de cette municipalité. Papi Mpongo, président des jeunes leaders PPRD, explique. Nous voudrions avoir une jeunesse consciente aujourd'hui pour le développement du pays. Comme on a toujours dit, investir dans la jeunesse, c'est rassurer la famille. Raison pour laquelle nous nous disons, et nous sommes des jeunes conscients de notre responsabilité historique pendant les moments où le Congo est en train de traverser un virage très important. Nous voudrions jouer notre rôle. Et parce que nous sommes les partisans de la paix, à la manière de notre symbole de la jeunesse, notre jeune leader, les modèles Joseph Kabila Kabange, nous nous préparons aussi à toute forme de ceux qui estiment qu'ils peuvent créer la violence dans cette ville de Kinshasa, dans nos communes. Le secrétaire général Henri Movasakani Empêché s'est fait représenter par le secrétaire général adjoint du parti, Célestin Tundaya Kansende. Ce dernier a pour sa part salué l'initiative. Pour lui, c'est une façon de défendre la vision et l'idéal de Joseph Kabila Kabange. Tel que vous le voyez là, ils sont les boucliers du parti. Pour vous dire qu'il n'y a plus de trous où les traîtres vont passer. Ce n'est qu'un symbole aujourd'hui,
mais nous allons aller plus loin. Les jeunes ne vont plus se laisser faire. Signalons que cette initiative va s'étendre dans toutes les communes de Kinshasa. Ces jeunes d'Elemba ont au cours de cette cérémonie retiré leur soutien indéfectible au Raïs, symbole de la paix, du développement et de la démocratie. La rencontre s'est voulue citoyenne avec un échange franc sur les questions majeures qui touchent la vie de la nation. Cela y va de la tenue du dialogue national et inclusif, dont la mise en place du comité préparatoire longtemps attendu pourrait bientôt voir le jour, comme l'a promis les facilitateurs. Occasion pour ces cadres de l'Union des forces pour le changement d'expliquer l'opportunité de ces forums qui a besoin du soutien de tous pour mieux envisager l'avenir du pays. Dave Ikembele qui est également revenu sur le processus électoral. Ici, il a invité la base de l'UFC à se préparer pour débuter les opérations de la révision du fichier électoral au terme duquel les nouveaux majeurs auront leur carte d'électeur. Nous avons été toujours derrière notre président, le président national du parti, le président Léon Kengo Adono, l'autorité morale de l'opposition républicaine, depuis qu'il a tenu ses propos pour le soutien du dialogue. Raison pour laquelle nous avons ciblé notre base, nous avons tenté d'essayer d'expliquer le pourquoi de ce dialogue, la quintessence du dialogue, le pourquoi des blocages des élections. Ces cadres de l'UFC a clôturé cette descente par la visite de cette érosion dévastatrice qui constitue une menace de quartier Présidence et la Loutre, toujours dans la commune de Ngalema. David Kembeleke leur a promis de s'investir pour éviter sa progression à travers l'achat de 1000 sacs vides. Patrick Kanga, vous venez de suivre ces deux éléments. Alors, nous entrons tout go dans les questionnements. Vous passez à la barre, comme je le dis ici bien. Le dialogue est-il constitutionnel, Patrick Kanga? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un article qui précise explicitement que le dialogue doit faire partie de notre vie courante, de la vie politique courante en République démocratique du Congo? La Constitution n'interdit aucunement aux acteurs politiques d'échanger. C'est même l'une des valeurs qu'elle promeut. La Constitution promet un esprit républicain. Le respect des institutions, le respect de plusieurs valeurs. Et l'une des valeurs qui est inscrite dans l'esprit de notre Constitution, c'est cet échange qui doit exister entre les acteurs politiques. C'est cela même l'essence d'une vie républicaine, que lorsque l'État est devant certaines difficultés, certains obstacles, les acteurs politiques doivent se mettre d'accord pour préserver l'essentiel. Et cela ne viole en rien la Constitution. Mais il y a quand même des cadres bien faits, bien spécifiés pour parler. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a le gouvernement. Pourquoi créer cet espace, je peux dire, extra pour qu'on dialogue? Ça sera chaque fois comme ça, il y a un problème, on crée cet espace-là. Vous voyez déjà les problèmes que ça pose aujourd'hui. Oui. Chaque fois, ce sera comme ça, il y a un blocage, dialogue. Alors, à quoi ça sert les institutions classiques? Chaque pays a sa particularité. L'institution gère la gestion courante de l'État. Mais il y a des faits politiques qui peuvent appeler à ce que nous sortions des cadres définis pour discuter de la chose publique. Comme le glissement, par exemple. Non, là c'est un cliché. Mais il y a des problèmes actuellement qui se posent par rapport à notre processus électoral. Nous sommes désormais dans une démocratie dont les acteurs politiques proviennent essentiellement d'une élection. Il n'y a pas un autre procédé pour accéder au pouvoir. Alors ce procédé-là, à l'instant où l'on parle, pose problème. Or, ceux qui veulent accéder au pouvoir et ceux qui veulent rester au pouvoir, parce que la majorité a le juste droit de vouloir rester au pouvoir le plus longtemps possible. Cela a bien sûr de vouloir se battre pour accéder au pouvoir. Et la seule chose qui peut nous départir, c'est l'élection. Ce ne sont pas les meetings que les uns et les autres font, ce ne sont pas les messages qu'on relaye sur Internet ou sur Facebook. Ce n'est que l'élection qui peut nous départir pour que le peuple dise qui reste au pouvoir, qui va à l'opposition. C'est le peuple qui arbitre finalement ce jeu. Et à l'instant,
je peux finir. Et à l'instant où l'on parle, l'organisation de ces élections est en train de piétiner. Alors les acteurs politiques doivent se mettre au regard des divergences que nous avons eu à avoir depuis le lancement du processus électoral par la CENI. Il faut que nous dégagions un consensus qui sera requis au niveau de toute la classe politique pour que nous allions finalement à ces élections. Mais comment faire pour que ce processus électoral ne pâtisse pas à chaque fois? Comme vous l'avez si bien dit, il n'y a que les élections qui donnent la parole au peuple. Après tout, le pouvoir, c'est pour le peuple, par le peuple. Bien sûr. Mais alors, comment faire pour qu'à chaque processus électoral, nous n'ayons pas ce problème? C'est déjà prévu constitutionnellement. Vous avez même la Constitution avec vous. C'est 5 ans. Chaque 5 ans, on sait qu'il y aura des élections africaines dans ce pays. Mais en 2006, 2011, il y a eu des élections. Pourquoi en 2016, ça piétine? Parce que c'est la fin du mandat du président Kabila, parce que les autres ne veulent pas partir. Vous voulez soutenir à tout prix que le président Kabila reste au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le peuple là dont vous parlez, dont vous vulgarisez les vertus du dialogue, veulent comprendre pourquoi ça piétine cette fois-ci, ce processus électoral. Merci. Alors là, vous êtes en train de circonscrire la problématique du processus électoral au mandat du président de la République, ce qui n'est pas le cas. Le processus électoral a commencé à piétiner déjà de 2011. Parce que lorsque l'on parle du processus électoral, on parle de l'ensemble du cycle électoral. On parle des élections locales, on parle des élections urbaines, on parle des élections sénatoriales. Les sénateurs ont peut-être été les plus grands bénéficiaires du piétinement du processus électoral. Le président de la République n'a jamais eu à bénéficier du piétinement du processus électoral. Jusque-là, nous sommes en termes de présomption et jusque-là, son mandat est en train de courir. Lorsque nous parlons du mandat du président de la République, il faut savoir que nous parlons d'un mandat qui est encore en cours. Donc jusque-là, il n'y a que des spéculations. Mais s'il y a des gens qui ont bénéficié du piétinement du processus électoral, ce sont les députés provinciaux, ce sont les sénateurs. Donc ce piétinement, madame, est-ce leur faute? Ce piétinement, non, là il dit c'est pas leur faute. On va établir les responsabilités plus tard. Donc le piétinement du processus électoral ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas de 2015, il date de 2016. Donc, vous comprenez le dépôt pour la requête à la Cour constitutionnelle. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'ensemble de ces pesanteurs négatives qui font que le processus piétine doivent faire l'objet d'une discussion entre les acteurs politiques. Parce qu'il y a des pesanteurs qui empêchent le processus électoral de suivre son cours normal. Donc. Vous avez suivi Papi Pungu lors de ce pas mythique, mais rassemblement. Vous opposez un peu les gens qui sont pour le dialogue contre ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour le dialogue sont les gens de la paix, qui prennent la paix. Ceux qui sont contre sont des faiseurs de troubles. C'est ces deux oppositions. Vraiment, pourquoi vous véhiculez ces messages? Ceux qui sont contre le dialogue, eux disent, ils sont contre le dialogue parce que nous devons respecter la Constitution, qui est notre livre sacré, permettez l'expression. Mais vous faites passer dans l'opinion comme si ceux qui sont contre le dialogue sont des faiseurs de troubles, qui veulent le chaos, qui veulent la guerre, qui veulent le sang dans ce pays. Madame, je n'ai pas entendu mon frère et ami Papi Pungu dire ça. Simplement, il faut que l'on sache, madame, dans la vie d'un État, il y a plusieurs étapes. Il y a la naissance d'un État, il y a la stabilisation d'un État, il y a la maturation, et il y a la consolidation de l'État. La République démocratique du Congo a vécu plusieurs étapes. Nous avons connu l'indépendance, nous avons connu la sécession, nous avons connu les pillages, nous avons connu les coups d'État, nous avons connu les rébellions. Nous avons connu tous ces méfaits et nous connaissons leurs conséquences. Nous avons connu ce que le pillage a pu nous emmener. Les jeunes en ont été les premières victimes. C'est nous qui avons été en difficulté pour avoir de l'emploi après les pillages qu'il y a eu vers les années 90 et 91. Parce qu'il n'y avait plus de tissu économique, parce qu'il n'y avait plus des entreprises publiques, parce qu'il n'y avait plus d'investissement. Nous en avons été les premières victimes. Nous ne sommes pas que des victimes physiques parce qu'on nous expose aux avant-postes des manifestations, mais nous sommes aussi des victimes sociales parce qu'après des troubles, c'est nous qui manquons l'emploi, c'est nous qui sommes en difficulté sociale. Fort de toutes ces conséquences macabres que nous connaissons de nos étapes de la vie de la République démocratique du Congo, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons donner une alternative au dialogue? Il n'y a pas d'alternative au dialogue parce que nous devons préserver l'essentiel. Et si les gens ne veulent pas venir, parce que le seul moyen pacifique que l'on a pour que nous puissions trouver une solution de manière paisible, de manière pacifique, c'est le dialogue. C'est l'échange. Le respect de la Constitution. Le dialogue, le respect de la Constitution, nous y sommes tous pour. Tout le monde est pour le respect de la Constitution. Depuis que le président de la République est au pouvoir,
ainsi que la majorité qui est autour de lui, nous travaillons conformément à la Constitution. Mais nous devons aussi tenir compte des faits. Et les faits précèdent le droit. Les faits aujourd'hui, c'est quoi? Sont créés selon certains qui le font selon certains, heureusement, de créer ces faits-là pour changer certains, moi je pourrais dire que c'est l'opposition qui depuis n'a jamais voulu accepter un seul calendrier de la CENI. Qui depuis, lorsque la CENI lance un processus, n'a jamais été d'accord avec cette CENI. Qui critique la CENI matin, midi et soir pour dire que la CENI est un féodé à la majorité. C'est l'opposition qui dit ça. Donc quand vous dites certains, moi, je peux dire que c'est l'opposition. Donc, il ne faut pas que nous allions dans cette polémique. L'essentiel aujourd'hui, pour nous, c'est de préserver l'essentiel. Nous devons aller aux élections. Il n'y a pas d'autre alternative. On n'a pas le choix. La Constitution établit clairement... Le gouverneur des provinces de l'Est, il a dit ça. On peut passer outre les élections, mais si elle ne tombera pas sur la tête. La Constitution établit clairement l'élection. Et nous devons aller finalement aux élections. Mais nous ne devons pas aller aux élections à tous les prix pour créer après une situation que nous allons regretter après. Nous devons aller aux élections, mais au même moment, nous devons préserver l'essentiel, la stabilité et la paix. Nous restons quand même dans ce chapitre du dialogue. Nous allons voir ou entendre la réaction de l'envoyé spécial des États-Unis qui parle aussi par rapport au dialogue. Nous allons avoir la réaction de la société civile par rapport à la confusion des choix, parce que la société civile se plaint et elle se dit ne pas être bien représentée par rapport au comité préparatoire qui doit avoir lieu incessamment. Et notre rédaction a réfléchi à haute voix sur le blocage pour la mise en place précisément de ce comité préparatoire. À l'instar du facilitateur du dialogue congolais Edem Kodjo, Thomas Perriello s'est lui aussi séjourné pendant 3 jours dans le Haut-Katanga. Ce déplacement se veut un prolongement des tractations entamées déjà à Kinshasa et portant sur 2 volets. Le premier but, c'était de nous assurer que l'exploitation minière profite à la population congolaise. Et nous voulons vraiment nous assurer que ces matières minérales, les minéraux, profitent bien à la population et non aux forces négatives, aux groupes armés. Et l'autre objet du voyage, ça portait sur les élections, la situation politique, et surtout en cette année très dynamique et même historique sur le plan électoral pour la RDC. L'envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac se dit favorable au dialogue, mais en appelle à des compromis et à la décrispation de la situation au pays. Il y a un problème ici de confiance, parce que d'un côté, évidemment, le président, c'était une bonne chose à convoquer le dialogue, mais lorsque les gens qui critiquent le format proposé par le président sont arrêtés et lorsque des chars sont déployés, nous ne pensons pas que cela puisse renforcer la confiance justement dans ceux qui sont invités à participer à ce dialogue. En dépit de tout, l'envoyé spécial de Barack Obama n'envisage aucune crise à l'horizon et est confiant quant à l'organisation des élections dans le délai. La Constitution est claire qu'il faut qu'il y ait élection. Et donc, il n'y a pas lieu de parler de crise. S'il y a une crise, à moins que ce soit une crise artificielle, je crois que c'est plutôt une question d'option à faire de la part du gouvernement. Pour Thomas Perriello, le plus grand défi de la RDC demeure dans sa croissance économique en tant que pays post-conflit pour attirer les investisseurs. Les nombres des participants ainsi que la qualité des membres de la composante société civile et autres posent déjà problème. Pour Henri-Christin Longueja, il fallait s'y attendre, d'autant plus que la société civile neutre n'existait plus. Le mal, c'est qu'il y a une inféodation des politiques, même dans la société civile. Ce qui fait que les personnes qui sont souvent aussi choisies au niveau de la société civile, vous apprendrez que si nous suivons de loin, ces gens sont accrochés soit à la majorité, soit à une partie de l'opposition. C'est rare de trouver des gens qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition être proposés. Soucieux de rester dans les limites de ses prérogatives, le collectif 24 dit avoir saisi les facilitateurs en vue d'avoir les éclaircissements sur différents sujets. Parce que nous militons pour l'accès à l'information, nous avions initié une demande en information à l'intention de son Excellence Eden Kozo
pour qu'il nous donne quels sont les critères qu'il a mis en place, que chaque composante doit suivre dans le choix de ses délégués, qui nous donne aussi les motivations qui ont fait qu'il accorde aux politiques 12 délégués par composante au comité préparatoire et que la société civile 6 composantes. Donc nous pensons que sa réponse à notre demande en information nous aiderait pour prendre une position. Qui prendra part au dialogue et à quel titre? Voilà les sujets qui divisent déjà. Seuls les comités préparatoires pourraient calmer certaines ardeurs, mais lui aussi a du mal à se constituer. Patrick Anga, nous avons une équation, j'espère que vous aurez la réponse. Comment concilier le dialogue et le respect des délais constitutionnels? Je crois que plus vite aurait commencé le dialogue, plus vite nous aurions été à même de rencontrer l'exigence des délais. Mais plus on piétine dans l'organisation du dialogue, plus nous nous rendons compte qu'il est difficile que nous fassions des élections en déant ce délai. D'ailleurs, cette affirmation provient de la CENI, qui est l'organe technique habilité à organiser des élections, qui nous fait savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il lui est impossible d'organiser les élections en déant un certain délai. Si les hommes politiques s'étaient mis d'accord à un certain moment, d'une vue consensuelle, pour permettre à la CENI de faire son travail, je pense que nous aurions été à même de rencontrer ce délai. Mais parler de délai constitutionnel, sans rien faire pour que ces délais soient respectés, c'est de la démagogie. C'est là où certaines personnes disent que certaines gens veulent du chaos. Ils parlent du délai. Ok, matin, midi et soir, nous devons organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais discutons, échangeons, trouvons un compromis et donnons ce compromis à la CENI pour que la CENI ait au moins une vue unique de la classe politique. Alors, quand on ne permet pas que la CENI soit dotée de cette vue unique, et qu'au même moment on dit qu'on veut des élections dans les délais, est-ce qu'on veut vraiment des élections? Parce que tout le monde le sait, opposition, majorité comme société civile, qu'à l'heure où nous parlons, la CENI connaît des difficultés pour organiser les élections. Mais entre-temps... Qui engendre ces difficultés? Là Mais aussi, entre-temps, on ne fait rien pour que les élections soient organisées dans le délai. Depuis 2011, vous dites que la majorité savait, mais même l'opposition savait. Lorsque le vice-premier ministre est venu devant le Parlement déposer le projet de loi électorale et que dans l'article 8, alinéa 3, on parlait du recensement qui, à la suite, devait permettre l'actualisation du fichier électoral. Ceux qui ont dit non, ce n'est pas nous, c'est l'opposition. C'est la vérité qui vient nous rattraper parce qu'on se rend compte que le fichier actuel n'a pas été actualisé et qu'il y a au moins 9 millions des jeunes à qui on enlève le droit de voter. Et tout ça, ce sont des problèmes qui doivent rencontrer un consensus des politiques. Donc la faute n'est pas toujours, je sais que vous allez dire c'est votre faute, c'est votre faute, mais la faute n'est pas toujours la nôtre, madame. Réfléchissons froidement. C'est vrai que tous ces problèmes, il y a le processus, c'est pendant 5 ans. Oui. 2011-2016, nous avons presque 5 ans là-dedans. Mais on a l'impression, vous allez peut-être me contredire, que l'attention pour les élections se focalise que vers la fin de ce cycle-là. 2015-2016, on commence à en parler. Et pourtant, on peut préparer ce fichier. On pouvait réactualiser ce fichier en 2012. On pouvait réactualiser ce fichier en 2013. On pouvait réactualiser ce fichier en 2014. Mais c'est toujours vers la fin d'un mandat qu'on pose ces questions. C'est à se poser la question, est-ce que le noir savent gérer? Gouverner, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Alors, tous ces problèmes tombent d'un coup vers la fin du cycle électoral. Alors, à qui la faute? Personne ne veut prendre la responsabilité. Le gouvernement, la CENI dit qu'il n'a pas d'argent. Le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent. Alors, à quoi ça sert ces élections si c'est pour nous poser autant de problèmes? Paloukou l'a si bien dit, passons outre les élections, parce qu'après tout, le ciel ne nous tombera pas sur la tête, Patrick Anga. C'est un point de vue. Mais il ne faut pas dire que les élections, on n'y pense que vers la fin. Non, le chef de l'État a été élu en 2011. Et dès 2012, il donnera instruction au gouvernement de mettre tous les moyens financiers, techniques en œuvre, à mettre à la disposition de la CENI pour que nous puissions apurer les arriérés
électoraux. Le gouvernement a-t-il respecté? Le président donne cette instruction au gouvernement. Mais il se fait que 2012, il y a un cas fortuit, il y a un cas inattendu dans les injonctions ou dans les ordres que le président de la République donne au gouvernement. Lorsque le président de la République donne cet ordre au gouvernement afin que les moyens puissent être préparés, il n'a pas à l'esprit qu'il y a des personnes malveillantes qui vont venir nous attaquer. Il n'a pas à l'esprit qu'il y a une rébellion qui va naître à Goma. Il n'a pas à l'esprit que le M23 va prendre la ville de Goma. Et il y a, je peux finir. Est-ce que je peux finir? Je vous complète. Non, mais parce que vous nous parlez que de la guerre. Je peux finir. Mais moi, je prends aussi l'autre option. Je peux finir. Est-ce que vous avez à l'esprit qu'il y aurait eu l'immeuble intelligent, les avions, est-ce que vous pouvez imaginer les dépassements budgétaires? Ça, on n'en avait pas à l'esprit. Laissez-moi finir, madame. Est-ce que vous imaginez les proportions financières que peuvent prendre une guerre? Mais on nous dit que le pays n'est pas en guerre. Le pays n'est pas en guerre. Je parle de 2012. Le pays n'est pas en guerre. Je parle de 2012. Il faut... Nous avons les tous... mots, Patrick Kanga. Le pays n'est pas en guerre. Je ne dis pas que le pays est en guerre. Il y a des zones de conflit. Il n'y a pas la guerre. Le pays n'est pas en guerre. Non, laissez-moi finir. En 2012, ce n'était pas une poche. En 2012, c'était toute une ville symbolique, qui est notre ville, qui est même la ville touristique prisée par tout le monde, était prise par le M23. Et ça, c'était grave. Et nous avions des portions de terre qui étaient gérées par des M23. C'était une guerre. Et nous devions faire face à cette velléité-là, à cet obstacle-là. Et les moyens qui ont été mis à la disposition de nos forces de sécurité, on ne peut peut-être pas le dire ici, c'était des moyens énormes. Et peut-être, en tant que journaliste d'investigation, je sais que vous êtes professionnel, vous pouvez aller au ministère de la Défense, vous pouvez aller au ministère du Budget. Essayez même pour votre information personnelle, essayez de savoir ce qu'a coûté une. Donc, avec les chiffres chez nous en RDC, c'est l'opacité. Donc, c'est pas la peine de m'y là-bas. Donc, madame, il y a cette assertion que nous devons savoir. Ce n'est pas qu'en 2016, on se réveille, on se dit, on a des élections. Non. On a toujours su, et le chef de l'État en premier chef a su qu'il y a des élections. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a vu que l'architecture institutionnelle du pays était inachevée. Parce qu'au niveau local, nous devions avoir des élus, au niveau des provinces, nous devions avoir des élus, et l'instruction a été donnée au Premier ministre pour que nous puissions rencontrer... Mais le Premier ministre n'a pas respecté... Mais je vous dis pourquoi est-ce que... Mais je vous dis pourquoi le gouvernement n'a pas pu rencontrer cette donne. Parce que 200% de dépassement budgétaire, le Parlement instruira le gouvernement de mettre tout en œuvre pour que priorité soit donnée qu'à nos forces de sécurité. Madame, la vie n'a pas de prix et l'intégrité territoriale n'a pas de prix. C'est donner l'impression des fois que nous nous arc-boutons sur cette... C'est comme si c'est un prétexte. Ce n'est pas un prétexte, c'est un fait. Et lorsque nous analysons les choses, nous devons aussi tenir compte de ce fait-là. Parce que lorsque nous omettons ou nous extirpons certains faits de l'analyse, nous faisons des analyses partielles. Or, pour faire une analyse objective et vraie, nous devons tenir compte de tous les éléments qui nous ont accompagnés de 2011 à 2016. L'envoyé spécial du président Obama est allé au Katanga. Le Katanga, je ne sais pas si c'est encore le poumon économique de la RDC jusqu'à aujourd'hui, mais comme vous le savez, la situation au Katanga est tendue. Bon, je sais que les meetings, je ne sais pas si à Kinshasa ça aura lieu, mais au Katanga, c'est le blackout total. Il y a des chars partout. Les Katangais se plaignent que le Katanga devienne une zone militarisée, mais le gouvernement a donné son point de vue. C'est pas une zone militarisée. On réarme notre armée, permettez l'expression. Mais pour vous, Patrick Kanga, la situation, est-ce que le pays est en crise? Parce que l'envoyé spécial a dit qu'il n'y a pas de crise. Pour vous aussi, il n'y a pas de crise en RDC? C'est une crise artificielle? Non. Artificielle, ça sont les mots de l'envoyé spécial. Mais il n'y a pas de crise. On ne parle pas d'une crise institutionnelle. On parle d'une donne politique. Il y a une donne qu'il faut intégrer. La donne politique, c'est que nous devons avoir un renouvellement au sein de nos institutions. Nos institutions, toutes les institutions de la République. Il y a le Sénat, et l'Assemblée qui constitue l'institution Parlement, il y a les institutions provinciales, il y a les institutions au niveau local, il y a l'institution Président de la République. Il s'agit du renouvellement de ces institutions. La Constitution établit clairement la modalité à travers laquelle on renouvelle ces institutions.
Alors, dans le procédé de renouvellement de ces institutions qui sont presque, pour d'autres, qui seront bientôt à échéance, s'agissant de l'institution président de la République, pour d'autres qui sont en dépassement de 5 ans, il faut réfléchir là-dessus. Et ce n'est pas une crise au vrai sens du mot, mais c'est une donne politique que nous devons corriger en trouvant une vue consensuelle des acteurs politiques. La CENI a la charge exclusive d'organiser les élections. La CENI, qui est l'organe technique, le seul habilité par le constituant de 2006, nous dit être en difficulté. Les hommes politiques sont dans une divergence de vues apparemment inconciliable. D'autres disent que nous avons besoin que des élections présidentielles et législatives, les autres, basta, on peut s'en passer. Nous, de la majorité, on est convaincus que pour que la démocratie s'ancre effectivement au niveau de notre pays, il faut que nous ayons des élus légalement et légitimement provenant du peuple au regard des élections. Donc nous devons avoir des élus à tous les niveaux et il faut qu'il y ait des élections à tous les niveaux. Là, nous ne sommes pas d'accord. Il y a une divergence de vue. La vue de l'opposition n'est pas la meilleure, la nôtre non plus. On se dit, comme aucun de nous a raison, il faut trouver le juste milieu. Trouvons le juste milieu. Eux ne veulent pas. Ils veulent nous imposer leur vue. Or, ils sont minoritaires constitutionnellement. Non, c'est pour ça que vous devez les écraser. Non. D'ailleurs, le chef de l'État, s'il était comme vous, peut-être, il aurait agi avec sa majorité. Mais c'est une personne éprise du consensus. Au lieu d'utiliser la majorité que le peuple lui a donnée, parce qu'il n'a pas voté ces gens, il n'a pas désigné ces gens par sa volonté. La majorité qui l'entoure, c'est le peuple qui lui a doté de cette majorité pour gérer le pays. Il aurait pu prendre des décisions, il aurait pu gérer et prendre des décisions fortes avec sa majorité. Mais au lieu de cela... C'est pas ce qui se passe. Non, parce que nous aurions pu faire un passage en force en faisant passer nos vues et continuer sans tenir compte de point de vue de l'opposition. Mais au lieu de cela, on a jugé opportun de se mettre tous autour d'une table pour que nous départissions les faits ou les pesanteurs négatives pour préserver l'essentiel, madame. Nous restons encore dans ce dossier du dialogue, nous y sommes. Parce que selon la majorité, le parti cher à Patrick Angapé perdre son dialogue, nous n'allons pas trouver un consensus pour sortir de cette crise, entre guillemets. Nous avons la réaction d'Edem Kodjo par rapport à l'ultimatum fixé par l'UDPS, si je ne me trompe pas, et la réaction de l'opposition par rapport aux critères établis par l'UDPS. C'était il y a un peu plus d'une semaine, au cours de sa première conférence de presse en tant que facilitateur. Edem Kodjo a affirmé ce qui suit. Cette semaine, je compte bien installer le comité préparatoire. Sauf que ce timing voulu par lui pour mettre en place ce comité préparatoire a été largement dépassé. L'homme enserré d'abord à chercher l'adhésion de tous à ses assises et estime par ailleurs que son travail n'est pas celui de fournir les garanties aux uns aux autres, s'agissant notamment du respect de délais constitutionnels. Le facilitateur que je suis a comme mission de faire en sorte que les protagonistes de l'espace politique congolais se retrouvent pour régler toutes les questions relatives au processus électoral. C'est ça ma mission. Comme si cela ne suffisait pas, Edem Kodjo doit faire face à l'ultimatum de l'UDPS s'agissant de la mise en place de ce comité préparatoire, mais il se veut confiant. Nous ne sommes pas encore le 24. Je ne sais pas si d'ici le 24, les choses vont se résorber ou pas. Moi, les renseignements dont je dispose aujourd'hui me donnent bon espoir que nous irons de l'avant avec l'UDPS et peut-être plus tard avec les autres aussi. Envisagerait-il alors la signature d'un accord comme préalable afin de rassurer les réticents et ainsi éviter d'être taxé de complice du pouvoir? Kodjo se défend. Pourquoi deviendrais-je complice de Kabila? Ce n'est pas mon problème. Je suis un homme d'expérience à qui on a fait appel pour venir aider à régler un problème. Je débarque ici, pourquoi je vais devenir le complice de qui que ce soit? C'est parce qu'on fait mis dans la tête un certain nombre de choses que l'on passe son temps à tourner en rond. Arrêtez de tourner en rond, voilà ce que préconise le facilitateur qui du reste invite les uns et les autres à se soumettre à la résolution 2277 des Nations Unies dans sa globalité, même si pour certains observateurs, l'on estime déjà que l'envoyé de Dlamini Zuma
avait dès le début de sa mission sous-estimé la complexité de la situation congolaise. C'est le rire. Ça me fait rire, tout simplement. L'attitude d'Estime Bikaï dit tout s'agissant des critères établis par l'UDPS. Le porte-parole de la NCPS conseille plutôt l'unité et le consensus pour faire une équipe homogène. Vous avez vu comment l'AMPU a tenu compte de la diversité des tendances en son sein. Alors il faudrait que si nous voulons être sérieux, avoir un résultat, on doit aussi se présenter unis. On doit être unis et avoir des gens sérieux. Aussi on doit éviter le folklore. Et moi je crois que avec un peu plus de patriotisme, on arrivera à nous entendre pour établir les critères objectifs et puis avoir une bonne délégation. Et ce qui est souhaitable est qu'on parte d'une même voie, n'est-ce pas, aux négociations, au dialogue, et qu'on ait au besoin un même cahier de charge. Une autre réaction, c'est celle de Clément Kankou. Face aux critères apparemment exclusifs s'imposant à lui, le président du mouvement pour les renouveaux préfère s'auto-exclure et juge moins nécessaire sa présence au comité préparatoire. Nous leur souhaitons bonne chance dans ce dialogue. Et IDPS pourrait prendre autant de membres pour le comité préparatoire. Mouvement pour le renouveau, nous disons que ce combat-là de la place au comité préparatoire est un combat des bases échelles qui ne nous intéresse pas, parce que le plus important ce n'est pas d'aller tout simplement pour chercher à avoir une place au soleil. Le plus important pour nous c'est de savoir si il faut aller au dialogue. Ce dialogue aura quoi comme cahier de charge. Cependant, la sportivité n'est pas la tasse de thé de Justin Bitakwira. Lui qui veut voir sa grand-mère maudire ce dialogue s'il n'y prend pas part, tient mordicus à faire partie du comité préparatoire. Patrick Anga, j'espère que votre grand-mère ne maudira pas non plus le dialogue si vous n'y participez pas, mais c'était une boutade, mais qui a quand même fait parler d'elle de par le monde. Alors, est-ce que pour vous, Eden Kodjo ne se cassera-t-il pas les dents avec cette classe politique complexe qui est la classe politique congolaise aujourd'hui? Déjà, le timing pour le comité préparatoire est largement dépassé. Élisée Lodi l'a dit. Est-ce que vraiment il réussira sa mission? Je l'espère. C'est une personnalité politique aguerrie. Je pense que l'Union africaine n'a pas eu à le désigner par hasard. Et même l'ONU a eu à appuyer cette désignation. Je pense que M. Edem Kodjo a toutes les capacités pour rencontrer les missions qui lui sont assignées. Mais seulement nous espérons que les petits couacs qu'il y a au niveau de l'opposition, une opposition que nous savons diversifier, seront élagués pour permettre que ce comité... Donc pour vous, il n'y a pas de problème par rapport aux membres qui vont qui vont participer à ce comité préparatoire pour la majorité présidentielle, pas de problème, les noms sont déjà connus, il n'y a pas de problème. La majorité, c'est un regroupement. Il en faut 12. La majorité est un regroupement homogène, discipliné autour d'un leader. On n'a pas de... On n'a pas de difficulté. Parce on dit un mot, on suit à la lettre. Il y a un leader, il y a une cohérence, il y a une discipline, il y a une démocratie interne, mais dès l'instant où les vues sont dégagées, on s'en tient. Je pense que l'opposition est diversifiée et il faudra tenir compte de sa diversité. Est-ce que pour vous, vous partagez aussi ce point de vue que Edem Kodjo est le complice de M. Kabila? De quelle manière? Selon une certaine opinion, il pense que non, il a un agenda caché, il est là pour... J'ai aimé ce qu'a dit M. Edem Kodjo. Arrêtons de tourner en rond. Arrêtons de tourner en rond. Tantôt c'est Malou Malou, tantôt c'est Ngoy Mulunda, tantôt c'est Corneille Nanga, tantôt c'est... Tantôt tout le monde, tantôt c'est les opposants eux-mêmes. Certains des opposants seraient envoyés, d'autres ne sont pas très opposants. Il ne faut pas que nous allions dans une... Il faut pas que nous allions dans une paranoïa collective. Mais M. Edem Kodjo a été désigné par la Commission de l'Union africaine, adoubé par le Conseil de sécurité de l'ONU, même à travers sa résolution 2277. Je pense qu'il faut que nous évitions les polémiques inutiles. Si les gens veulent vraiment aller aux élections, madame, qu'on se prépare à aller aux élections, qu'on arrête de tourner en rond. Parce que la vérité, vous êtes prêts pour les élections? On est prêts, nous on a l'habitude. L'opposition aussi se dit prête pour les élections, mais qu'est-ce qui casse? La preuve, lorsqu'on a demandé les candidatures pour les élections provinciales, on a vu ce que l'opposition a déposé comme candidature. Il en a présenté quand même. C'était très peu, et c'était même pas dans toutes les circonscriptions. Donc, l'opposition pour vous n'est pas du tout prête pour les élections. Je vous dis,
il y aura finalement élection dans ce pays et vous verrez par vous-même. Parler des élections est une chose, être prêt en est une autre. Par rapport aux investisseurs, j'y reviens parce que l'envoyé spécial de Barack Obama a dit que cette crise artificielle, parce qu'il n'y a pas crise selon Patrick Kanga. Nous n'avons jamais dit, nous, qu'il y avait crise. C'est ça, c'est que je dis. Donc, cela, selon l'envoyé spécial de Barack Obama, est-ce que cette crise artificielle ne fait pas fuir les investisseurs qui veulent venir en République démocratique du Congo? Parce que ça donne une mauvaise image. On ne sait pas, est-ce que demain ça va aller avec les banques qui ferment, avec les banques qui n'ont plus de liquidité, avec cette crise-là? Est-ce que les investisseurs auront envie de venir Les investisseurs, M. Thomas Perriello, l'envoyé spécial, c'est que lorsque nous voyons des projets de sanctions fantaisistes, lorsque nous voyons le discours que tiennent nos partenaires, certains de nos partenaires de la communauté internationale, c'est ce qui peut nous rendre la tâche difficile en matière d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, rien ne se justifie. Comment ça? Lorsque l'on parle de sanctions, lorsque l'on parle de chaos, lorsque l'on parle d'une crise à venir. Quand on parle des droits de l'homme qui ne sont pas respectés, quand on parle que la presse est presque mal vue en RDC. C'est ça aussi l'image que nous renvoyons de notre côté. Vous êtes ici, je suis ici sur Congo Web, qui est une chaîne privée. Je vous lis de temps en temps sur Facebook, sur Twitter. Je vois certaines de vos émissions. Je vois certains des acteurs politiques que vous recevez. Je vous dis, madame, si vous étiez en Chine, si vous étiez dans certains pays européens, si vous étiez dans certains pays en face qui nous entourent, on ne vous laisserait pas agir de la sorte. Donc dire que la presse est muselée dans ce pays, c'est archi faux. Il suffit de lire les titres qui vont paraître demain. Nous ne sommes pas un pays parfait. Ni les États-Unis. Nous sommes un pays démocratique. Ni les États-Unis. Nous sommes un pays démocratique. Aux États-Unis, il y a des Noirs qu'on assassine tous les jours, des jeunes, des mineurs, 12 ans, 9 ans. J'ai même vu le président Barack Obama verser une larme parce qu'il s'en était de trop. Ce n'est pas le paradis, les États-Unis. Il y a des violations graves de droits de l'homme. Il y a des atteintes, il y a des entorses graves à la liberté d'expression aussi aux États-Unis. Il y a des journalistes indépendants en dehors des gros... des grosses boîtes, New York Times, Fox News, CNN, il y a des journalistes indépendants qui sont en difficulté pour dire certaines choses, qui sont même minorisés. Parce que les grosses boîtes de communication que l'on connaît appartiennent à des milliardaires qui font partie eux aussi de certains milieux. Donc, il ne faut pas des fois qu'on nous donne l'impression que ailleurs c'est le paradis. Nous sommes une jeune démocratie qui est en train de se consolider. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le 24 avril 1990, c'est l'une des partitions importantes de notre processus à la démocratisation. Est-ce qu'il y a eu un meeting d'abord pour la majorité? Il y a un meeting, certainement. Pour l'opposition, je ne crois pas. Je crois qu'on a même démonté, on a vu les images, on a démonté le podium vers la place Triomphale. Je crois savoir... L'opposition, je ne sais pas si ça se tiendra, on aura les nouvelles incessamment. On verra les journaux demain. Je crois savoir que le gouverneur de la ville, étant face à deux demandes, l'une de la majorité et de l'opposition, a voulu que les manifestations se tiennent à deux endroits différents pour éviter qu'il y ait des affrontements. On a demandé aux opposants, à ce que je sache, je regarde les informations que nous avons, on a demandé aux opposants d'aller au stade du 20 mai, parce qu'ils se disent populaires, on se dit que le stade du 20 mai, ils vont le remplir en une seconde, on attend voir. Et ceux de la majorité ou du PPRD, on leur a demandé d'aller à l'échangeur pour permettre que chacun puisse manifester son opinion, son acception de ce jour en toute liberté, en toute quiétude. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'on a interdit. Je ne vois pas en quoi. L'opposition ne parle de quelque chose, la majorité réagit après. C'est l'opposition qui avait proposé la première fois. La Constitution interdit. Pourquoi vous choisissez toujours les mêmes dates que l'opposition? Pourquoi? Mais moi je ne vois pas. Est-ce que la Constitution. C'est une réaction ou pourquoi? Est-ce que la Constitution interdit cela? Vous êtes en compétition? Mais oui, nous sommes en compétition. C'est pour ça que si l'opposition propose le 24, vous aussi c'est le 24. Nous sommes en compétition. Pourquoi vous ne faites pas ça le premier? Nous sommes en compétition. Vous n'avez pas eu cette idée la première fois? Je peux finir? Non, mais on se pose la question. Nous sommes en compétition politique. Vous attendez que l'opposition propose pour que vous vous C'est de bonne guerre. Oh là là. C'est de bonne guerre politique. Oui, mais quand tout est mis pour empêcher cette opposition de s'exprimer, ça aussi c'est une question. Non, je viens de passer en venant, j'ai vu qu'il y avait des militants de l'UNC qui étaient quand même assez nombreux en train de se réunir. J'espère que la manifestation de l'opposition va bien se passer. J'ai aussi vu ceux du PPRD en train de se réunir. Chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Parce que la Constitution... Non, la date du 24 avril, c'est une date... Pourtant, c'était une date qui passait comme ça. Hein. Aujourd'hui, pourquoi vous vous en appropriez? C'est le 26e anniversaire de cette date. C'est une partition.
ce n'est pas le déclenchement total, c'est une partition dans notre processus démocratique. Ce fut un grand jour. Et on ne va pas laisser à d'autres s'accaparer ces dates. Alors que Mme Kimuntu, il y a le 24 avril 90, beaucoup étaient de ceux de l'autre côté. Non, répondez à ma question, Patrick Kanga. Vous n'avez pas donné de meeting le 24 avril antérieurs. Pourquoi ce 24 avril aujourd'hui, en 2016? Parce que c'est le 26e anniversaire. Ah bon, le 20e n'était pas important. Le 26e est plus important. Pourquoi le Congolais, tous ces politiques se battent pour y être dans ce comité préparatoire? Et pourtant, tout le monde ne peut pas être là. Et ça fait bloquer la machine. Parce que l'UDPS veut le 12 places, Bitakura va maudire le dialogue s'il n'est pas là, Steve Mikaï se fâche, tout le monde veut être dans ce comité préparatoire. Et pourtant, ce n'est que le comité préparatoire. Pourquoi le Congolais ne veut pas céder la place à l'autre pour peut-être bien faire le travail? Je pense que le comité préparatoire, c'est une instance, il faut le reconnaître, importante, où sera définies les grandes lignes du dialogue. L'essentiel, c'est que les grandes tendances de notre vie publique puissent être... pas les personnes. Non, pas les personnes, les grandes tendances. L'opposition, nous la savons diversifiée. Il serait utile, parce que la majorité, nous avons pris en compte les grandes tendances au niveau de la majorité. Bon, je ne veux pas m'immiscer dans ce qui se passe dans l'opposition, mais le principe voudrait que les grandes tendances de l'opposition puissent être représentées. Parce qu'il n'y a pas une opposition unique dans ce pays. On a déjà lutté assez pour qu'il n'y ait pas de parti unique, et il n'y a pas d'opposition unique. Même si nous ne dénions pas le rôle aussi important qu'a joué le patriarche Étienne Tshisekedi, mais aujourd'hui, il se fait que, autant il y a le multipartisme et qu'il y a des partis de la majorité de manière diversifiée, autant il y a une opposition diversifiée. Donc il faudrait tenir compte des grandes tendances qui se dégagent au niveau de l'opposition et de ceux qui sont favorables à la tenue du dialogue. Nous nous rendons, mesdames et messieurs, à l'hémicycle du Palais du Peuple. Nous allons assister à l'interpellation du Premier ministre Matata Ponyo et à l'audience qu'a accordée M. Léon Kengo à Adolphe Muzito. La plénière a d'abord observé une minute de silence en mémoire de Timothée Kombokisi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale décédé à Paris. S'en est suivi l'examen de la matière à l'ordre du jour, l'interpellation du Premier ministre sur l'exécution de l'action du gouvernement à mi-chemin. L'initiateur de la question orale avec débat, Crispin Bindoulé, a dans son exposé truffé de questionnements relatifs à la réalisation des objectifs du gouvernement voulu des explications quantitative et qualitative sur l'action du gouvernement. Prenant la parole, Matata Ponyo a tenté de rencontrer les préoccupations soulevées par le député national. Serein, l'homme à la cravate rouge, a présenté à la plénière avec chiffres à l'appui les performances de son gouvernement. Par exemple, le taux d'inflation situé entre 2004 et 2011 à 22,5% a avoisiné 0,8% entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, il est placé à 5% et des efforts sont fournis en vue de son amélioration. Autant pour l'indice de pauvreté, autrefois placé à 71,5%, de 2012 à 2015, il était à 61,3%. Le chef du gouvernement a assuré la consolidation du cadre macroéconomique qui fait école en Afrique. Des réalisations dans le secteur de transport, fluvial, ferroviaire et pourquoi pas aérien ont été démontrées aux députés nationaux. Daipen ou encore Bukanga Lonzo ont aussi figuré sur la liste de prouesses de l'exécutif central. L'exposé du Premier ministre a été par la suite soumis au débat général, moment au cours duquel moult questions ont été adressées au patron du gouvernement. Adolphe Muzito était ce mercredi dans les installations du Sénat. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui législateur et auteur des différentes tribunes en vue de l'apprentissage politique du peuple congolais, était venu présenter au président du Sénat une compilation de ces tribunes. Ensemble, les deux personnalités ont échangé sur les faiblesses et les forces de l'État en vue de proposer des solutions idoines. Disons, Premier ministre de ce pays, qui est initiateur de l'université populaire, mais aussi écrivain des tribunes. Principalement, nous sommes venus ici pour présenter les différentes tribunes qu'il a rédigées au président du Sénat,
Comme vous le savez si bien, l'objectif de l'université populaire, c'est d'amener le peuple à être alphabétisé politiquement. Il fallait pour cela que le président d'une si haute institution qui est la Chambre haute du Parlement puisse en être informé. Et deuxièmement, le Premier ministre Musito voulait aussi inviter le président du Sénat à tenir un dialogue vertical avec la population sur les questions, sur les dialogues horizontaux, qui est les dialogues politiques, qu'ils puissent parler à la population sur les grands enjeux de ces grands dialogues politiques qui va s'établir. L'initiateur de l'université populaire va probablement poursuivre la vulgarisation de ces tribunes à travers la République. Patrick Anga, on a suivi le Premier ministre Matata Ponyo parce que nous nous devons du respect. Le Premier ministre Matata Ponyo a été interpellé à l'Assemblée nationale, mais la population se pose la question, il nous brandit des beaux chiffres, taux d'inflation 22,5, tout ça, mais la population, le vécu quotidien de la population, ben ça ne se ressent pas. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, tout ça, le peuple souffre. Et à quoi pour vous, il y a ce paradoxe-là entre les chiffres et la réalité quotidienne des Congolais. Patrick Anga, échec ou réussite? Je ne suis pas ici dans l'autosatisfaction. Ça n'a jamais été le cas pour le gouvernement, ni pour le chef de l'État de s'autosatisfaire. Quoique il y a des avancées. Il y a des avancées qui se sentent, qui sont perpétrées par le gouvernement. Mais vous savez, lorsque vous avez été dans une situation de santé pénible, lorsque vous avez été dans un coma pendant une dizaine d'années, vous n'en sortez pas directement et vous commencez à faire des grandes compétitions d'athlétisme. Vous essayez de vous lever, vous essayez d'être debout, et quand vous êtes debout, vous essayez de marcher à petits pas jusqu'à ce que vous commenciez à courir. Le Premier ministre Matata Ponyo n'a pas la tâche la plus aisée. Il n'est pas le Premier ministre d'un pays comme la France, comme les États-Unis ou comme l'Islande. Un pays avec des fondamentaux nécessaires, où il suffit juste d'un réajustement idéologique. Le cadre macroéconomique est stable. Le cadre est stable. Il a été stabilisé. Là, je vais vous parler des étapes de la vie d'un État. Il est en train d'être stabilisé. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à la stabilité économique que le réajustement de 700 francs agite toute la population. C'est tout à fait normal. Juste parce que les unités aujourd'hui coûtent 1200 francs, nous tous, moi y compris, nous avons des inquiétudes. Parce que nous avons été habitués pendant près de 10 ans, durant le règne du président Joseph Kabila, nous n'avons pas été habitués à ce genre de choses. Le règne du président Kabila n'a pas été marqué par des choses de cette nature, par des hausses de prix subites. Non. Là, nous la vivons étonnamment, parce que ce n'est pas dans les habitudes. Donc, s'il faut tirer une leçon là-dessus, nous dirons que pendant tout ce moment, le gouvernement a eu véritablement à stabiliser ce cadre. Parce que l'état dans lequel est la population aujourd'hui prouve à suffisance que durant tout ce moment, nous étions devant une accalmie. Et aujourd'hui, c'est vrai, fort de la chute du cours de nos minéraux, parce que l'économie africaine est basée principalement sur l'exportation et l'exploitation de nos minéraux. C'est là où nous devons en arriver. Nous ne sommes pas les seuls. Nous avons non, diversifier l'économie, trouver d'autres palliatifs, d'autres remèdes, d'autres alternatives. Ne soyez pas ironiques. Nous ne sommes pas les seuls pays dans cette situation. D'ailleurs, l'Angola, on ne continue pas, on réfléchit. Le programme, laissez-moi finir. Économiquement, l'Angola, qui est un pays plus fort que nous économiquement, il faille le reconnaître, est dans des difficultés plus profondes. C'est pas pour rien que plusieurs hommes d'affaires angolais viennent maintenant vers Lufu pour trouver du dollar, parce qu'il n'y en a plus. Nous encore, nous en avons un peu. Et il faut féliciter notre gouvernement d'avoir pu amortir le choc. Jusque-là, nous tous, la population, nous ne ressentons pas encore le choc que d'autres pays qui nous entourent ici, des pays limitrophes, ressentent. Jusque-là, le gouvernement est en train de faire des efforts. Vous parlez pour vous, pour la majeure partie de la population. Je peux finir. Non, laissez-moi. Vous parlez pour vous, personnellement. Je ne parle pas de moi. Non, madame. Le choc, mais Congolais lambda, je ne suis pas. ne le ressent peut-être pas. Non, je ne suis pas riche, madame.
Je suis de la même couche que vous. De la classe moyenne. Je suis de la même classe que vous. Je ressens les difficultés sociales que vous. Nous allons dans le même marché. Nous côtoyons les mêmes moyens de transport. Donc il ne faut pas faire de nous des personnes nantis. La difficulté, aujourd'hui la réalité est que le gouvernement essaye d'amortir ce choc, qui est une situation globale. Des fois les journalistes, vous devez vous départir de certaines pesanteurs et fouiller, parce que lorsque vous allez dans certains pays qui nous entourent, la situation est encore plus précaire, notamment du fait on de nous a déjà dit la RDC n'est pas le Burkina Faso, la RDC n'est pas la France, la RDC n'est pas le Burundi, la RDC c'est la RDC, nous parlons de la RDC. Alors pour diversifier cette économie, Patrick Anga, que doit-on faire? Vous êtes des intelligences. Mais vous pensez, nous avons la politique... Après 50 ans, nous non, je n'ai pas dit ça. Mais lorsque le président de la République lance des grands programmes agricoles, tels que Bukanga Lonzo, tels que d'autres études qui se font déjà dans notre province, notamment à l'Équateur, au Kasaï, c'est parce que nous sommes en train de migrer petit à petit vers une politique agricole industrielle pour suppléer à notre dépendance de nos minéraux. Donc il ne faut pas dire, c'est pas comme si l'étude n'a pas encore été faite. L'étude est faite, on est en train de la mettre en œuvre, mais ayons l'habitude, madame, ces choses ne se font pas en un claquement de doigts. Même si aujourd'hui d'autres illuminés, savants, venaient à être élus par le peuple et qu'ils avaient le règne de ce pays, ils feront face aux mêmes difficultés. Ce genre de choses prennent du temps. Lorsque nous sommes dans un État qui se serait voulu normal depuis son accession à l'indépendance vers les années 60, nous n'aurions pas été devant ce genre de difficultés. Mais nous avons eu tellement d'interruptions de la bonne marche de l'État que chaque fois, nous sommes obligés de revenir à zéro. Alors voilà pourquoi il y aura une petite insiste politique dans ce que je dis. Voilà pourquoi le dialogue s'avère important, madame. Parce que nous devons... Non, c'est parce que nous devons veiller à ce que nous avons acquis. Il ne faut pas qu'on détruise ce qu'on a acquis. Ce que nous avons acquis avec le président Kabila durant 15 ans, quelqu'un d'autre peut continuer. Nous devons le préserver. Oui, pour que quelqu'un d'autre puisse continuer. Écoutez, même si on le voulait, nous, au PPRD, le président Kabila n'est pas éternel. C'est un être humain fait de sang et de chair. Il est mortel comme nous tous. Alors, il ne faut pas donner l'impression que nous faisons de lui une personnalité éternelle. Mais nous disons simplement que nous devons préserver ce que nous avons acquis en trouvant des moyens pacifique de régler nos divergences politiques. Il ne faudrait pas que nous fassions de l'élection l'élément pour lesquels chaque fois nous devons tout casser, tout remettre à zéro, parce que les premières victimes, c'est la population. La majorité des gens, Paulette Kimoutou, la majorité des gens, ça se passe après plus de 5 siècles de civilisation démocratique. Internet, nous l'avons pas attendu 5 siècles. La France a raté 5 fois sa République. 5 fois. C'est né que vers les années... Non, je ne dis pas ça. Nous sommes d'ailleurs bien... Nous sommes plus matures. Nous sommes plus matures. Parce que la France, selon son format actuel, n'existe que vers les années 56-55 avec De Gaulle. Donc, il faut dire qu'ils ont aussi pris le temps qu'il fallait. Nous sommes en train de grandir. Mais madame, la plupart qui appellent à tout briser, à tout annihiler... Non, ceux qui ne veulent pas l'échange, qui ne veulent pas le dialogue, donc sont non, mais dans leur discours, je peux vous faire parvenir le message que je lis sur Twitter. Vous pouvez le faire, nous sommes que je lis sur Facebook. Je vous le ferai parvenir et j'espère que vous allez le publier. Ou des acteurs politiques, je ne vais pas citer leur nom, disent qu'il faut qu'il y ait élection, sinon on ira vers le chaos. Pourquoi souhaiter le chaos? Parce que nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur une donne qui peut se résoudre de manière pacifique. Et ceux qui en appellent au chaos, souvent, ceux qui disent que non, en 2016, il y aura de troubles. Moi, j'ai ma famille ici. Je n'ai de maison où je peux m'abriter qu'ici. Et en Banda, Kaya, Bikoro. Vous, je ne sais pas. Mais eux, pour la plupart, ils ont des résidences. À l'étranger, ils ont 4, 5, 6, 7 ou 25 passeports avec des nationalités. Ils sont presque des multinationales humains. Et chaque fois, ils nous disent allez dans la rue. Parce que quand ça barde, eux, ils sont à Bruxelles. Nous, on est à Kinshasa. Et moi, je ne peux pas accepter, en tant que jeune, en tant que Congolais, de voir que mon pays, chaque fois, recule, que chaque fois que nous, jeunes, puissions être victimes des intérêts égoïstes des politiciens. Il y a une donne politique. Ils doivent discuter. On doit discuter pour que finalement, il y ait un consensus et que nous allions aux élections. Les élections n'est pas la finalité en soi. La finalité, c'est le développement social de la population, ce à quoi tous les politiques doivent travailler.
Nous vous proposons pour cet avant-dernier chapitre, mesdames et messieurs, le point de presse du G7 et la réaction de maître Nicolas Katako par rapport au dialogue et par rapport à M. Tshisekedi. Étonnement et questionnement, deux noms qui vont ponctuer cette conférence de presse de G7 aux allures d'une réplique à la dernière sortie médiatique de la majorité présidentielle. Étonnement lorsque, par exemple, selon le G7, on s'en prend aux effigies de leur candidat président à Lubumbashi sur fond d'une dénonciation des entraves à la liberté d'expression. Pour le G7, au regard de cette insécurité, leur candidat président doit bénéficier d'une protection spéciale, allusion faite ici à la MONUSCO. Nous aurions souhaité en appeler au gouvernement. C'est notre gouvernement, après tout. C'est le gouvernement de la République à laquelle nous appartenons tous. Mais quand des hommes armés tirent à balles réelles sur une affiche, alors on peut douter légitimement et même craindre qu'ils ne tirent à balles réelles sur celui qui incarne cette affiche. Raison pour laquelle nous en appelons vraiment au sens de la responsabilité de tout le monde, de la mesure et de la responsabilité des pouvoirs publics, des services de sécurité, du gouvernement, qu'il doit aussi protéger Moïse Katumbi. Et s'il lui arrivait malheur, nous l'avons dit ici, nous l'en tiendrions responsable. Mais en attendant, nous avons ici en République démocratique du Congo la MONUSCO, dont le mandat est clair. Nous en appelons à la MONUSCO également pour veiller à la vie, qu'on n'attente pas physiquement, ni à ternir l'image de Moïse Katumbi. Le questionnement, quant à lui, intervient notamment dans les intentions qui se cachent derrière l'initiative de certains élus de la majorité de saisir la Cour constitutionnelle en vue de l'interprétation de l'article 70 de la loi fondamentale. Pour le G7, il ne fait aucun doute que la démarche est une tentative de plus visant à contourner la tenue des élections conformément à la Constitution. S'agissant du dialogue, la position de G7, celui du refus de participer à ces assises, reste inchangée, mais il se dit toutefois favorable à la mise sur pied d'un panel constitué d'un représentant des différentes organisations internationales. D'abord, c'est l'agitation de la classe politique congolaise autour de la tenue du dialogue qui étonne Nicolas Katako. On se précipite pour aller à un dialogue qui parle du respect de la Constitution. Quelle Constitution? Si ça vaut même la peine pour moi d'y participer. Pourquoi? Vous êtes une intelligence, vous n'avez rien à apporter pour, mais cette intelligence débloquer un peu cette situation. Risque d'être noyée par des criards. Hein? C'est comme à la conférence nationale dite souveraine. Nicolas Katako est également revenu sur les coups d'État constitutionnels de 1960 qui, selon lui, a plongé le pays dans l'illégalité, ce avant d'établir les responsabilités des uns et des autres. Le Congo n'a pas une autre constitution que la loi fondamentale de 1960. On a piétiné cette loi fondamentale à cause des incompréhensions. On a parlé de M. Tshisekedi. Je ne sais pas, on dirait que les Congolais n'ont pas la mémoire collective. Qui ont détruit le gouvernement démocratiquement élu de Lumumba? C'est le collège des commissaires généraux soutenu par l'Occident. Hein? Tshisekedi était commissaire adjoint à la justice. Son patron était le professeur Liao. Voilà que plus de 50 ans plus tard, Nicolas Katako dénonce la prise en otage du pays par celui qui, selon lui, était et reste à la base de plusieurs malheurs qu'a connu le pays. Mais voilà les représentants types des extrémistes, c'est M. Tshisekedi. Hein? Ce sont eux qui ont piétiné l'indépendance de notre pays et qui continuent encore à avoir un certain crédit dans l'opinion. Parce que les gens manquent l'information. L'UDPS est incarné par un homme qui s'appelle M. Tshisekedi. Or, vous savez qui est M. Tshisekedi? Hein? Le premier à tuer l'indépendance du Congo. En 1967, Mobutu a octroyé à la population une constitution anticonstitutionnelle qu'on a appelée constitution révolutionnaire du 24 juin 1967. Contresignée par Tshisekedi et Nsinga Uju. Joseph Singa et Etienne Tshisekedi. Lui qui refuse de faire les lits des impérialistes propose curieusement une nouvelle table ronde de Bruxelles afin de régler les contentieux belgo-congolais.
Afrique, nous parlons beaucoup plus des hommes que des institutions. Ce chapitre est réservé aux hommes. Parlons des hommes. Permettez-nous de parler des hommes. Nous prenons par exemple le cas de Mozito, qui a écrit ces tribunes, qui est fustigé par une frange de l'opposition parce que c'est Mozito, tout simplement, qu'il a écrit, et qui ne prennent même pas la peine de le lire parce que c'est Mozito. Est-ce que vous, personnellement, Patrick Kanga, avez-vous lu ces tribunes? Pas particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est Mozito? Non, je suis assez curieux de lire ce qu'écrit. Et pourtant, c'est publié chaque semaine. Un ancien Premier ministre de chaque notre semaine. pays. Presque chaque semaine. Oui, je lis beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à lire, madame. Je sais que M. Mozito est une personnalité intellectuelle de haute facture. J'aimerais bien lire, j'aurais peut-être mes critiques à faire, mais je ne pourrais faire ces critiques que après avoir lu ces tribunes, que jusque-là, je n'ai pas lu. Prenons la personne de M. Katumbi, Moïse Katumbi. Pour vous, Moïse Katumbi est-il aujourd'hui l'ennemi public numéro 1? Pas du tout, ce n'est pas un criminel. Moïse Katumbi, c'est un fils de la RDC, un homme d'affaires, quelqu'un qui a bien réussi dans ses affaires privées. C'est un bon manager privé de football. Il peut servir son pays dans beaucoup de conseils pour nos jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans les entreprises privées. Se lancer dans la politique, le fait que le G7 l'ait proposé comme candidat. Donc pour moi, ce n'est pas avoir un homme d'affaires. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires dans ce pays. Les hommes d'affaires ne constituent pas pour la République des ennemis. C'est plutôt des partenaires avec qui nous devons évoluer. La FEC regorge beaucoup d'hommes d'affaires. Et c'est un digne fils, c'est un digne homme d'affaires de ce pays. Et ce n'est pas un ennemi public. Est-ce que sa sécurité est mise en péril en République? Parce que Olivier Kamita réclame sa protection par la MONUSCO. Est-ce que si un homme d'affaires important de notre pays ressent que sa sécurité est en difficulté, il peut recourir à la police pour avoir une sécurité de l'État. Et un peu de fierté. Moi, je suis fier d'être congolais. Je suis fier de tout ce qu'il y a dans mon pays, même quand nous sommes pauvres. La pauvreté ne vous enlève pas le fait d'être fier de vous. Et moi, je me dis en tant que quelqu'un qui est fier de son pays, lorsque j'ai des problèmes, même si cette police, vous n'y croyez pas parce que vous croyez qu'à tout ce qui est étranger, je recourrai d'abord à la police et non à la MONUSCO. La MONUSCO est ici pour des tâches bien fixées et son mandat est bien clair. C'est pour nous aider à éradiquer toutes ces poches d'insécurité qu'il y a à l'est du pays, qu'il y a à Beni, qu'il y a à Goma. Ils ne sont pas là pour veiller à des choses qui relèveraient, ou qui relèvent d'ailleurs de notre police nationale, qui est là pour protéger toutes les personnes qui sont en besoin. La dernière personne, c'est M. Étienne Tshisekedi. Vous avez suivi Maître Katago qui fustige, qui dit que non, aujourd'hui on le déifie un peu. Permettez l'expression, chers téléspectateurs. Et pourtant, c'est celui qui a détruit la démocratie depuis 1960 parce qu'il était parmi les commissaires généraux. Il a été parmi celui qui a signé le manifeste de l'Ancélé en 1967. Donc il est vraiment parmi les proches de Mobutu à l'époque. Et aujourd'hui, Tshisekedi est aussi en train de laminer cette démocratie parce que, vu ses exigences pour participer à ce dialogue qui créera le consensus. Pour vous, Étienne Tshisekedi est-il l'icône que l'on doit respecter ou c'est quelqu'un qui doit un peu se mettre à l'écart pour laisser passer autre chose? La nouvelle génération, un tout petit peu. Je pense que M. Étienne Tshisekedi, le patriarche, parce qu'il a un âge, est une personnalité de notre vie politique. Son histoire politique est encline à des étapes. Des étapes d'autres qui peuvent être dites controversées. Il y a des étapes qui peuvent être dites salutaires. Mais toutes ces étapes constituent la personnalité, constituent l'homme, le caractérisent. Et c'est cela, M. Étienne Tshisekedi. Mais la démocratie, c'est aussi... eux nous disent l'alternance. C'est ce qu'ils disent tout le temps, l'alternance à tout prix. Mais je pense que les alternances se doivent d'être perpétrées aussi au sein des partis politiques avant d'être relayées ou relayées au niveau des autres. Donc, si dans les partis politiques, il y a une difficulté de ressentir une démocratie au sein des partis, c'est difficile de croire qu'une personne
qui n'est pas démocratique au sein de son parti puisse l'être au niveau de la gestion de l'État. Mais je me dis que c'est une personnalité qui a un combat louable. Et souvent on dit, vaut mieux une fin que le commencement. Et je crois que le patriarche Étienne Tshisekedi devra léguer à son pays quelque chose de salutaire, quelque chose qui sera ancré pour que ce pays demeure dans la stabilité. Nous allons clôturer un peu ce chapitre politique. Nous allons parler de l'article 70. Je crois les députés de la majorité présidentielle sont allés à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de cet article. Mais une opinion dit que l'article est tellement clair. Pour vous, pourquoi cette frange des députés sont allés requérir cette interprétation, Patrick Anga? Est-ce que pour eux une façon de contourner la tenue des élections dans les délais constitutionnels? Pas du tout. Ce n'est pas que l'article 70, il y a l'article 103, il y a l'article 104, 105. Il y a plusieurs articles. Mais comme il y a un focus autour de l'institution président de la République, vous ne faites allusion qu'à cela, mais c'était plusieurs articles. Moi, je pense que les élus ont eu à faire usage de leurs prérogatives constitutionnelles. Si l'article se lisait de manière unanime et claire, je ne pense pas qu'il y aurait eu utilité de saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été saisie certainement parce qu'il y a divergence de vues. Il y a des interprétations dangereuses qui sont en train d'être faites par des juristes, d'autres qui sont à peine juristes, à peine sortis des universités, de la faculté de droit. On voit des gens s'amuser à la télé, sur des chaînes internationales, à interpréter tout un article selon son acception. Alors, c'était dangereux pour les juristes, les étudiants de l'UNIKIN, de l'UPC, tout ça, qui ont souffert, jeunes. Je crois qu'il est constitutionnel, c'est le seul que j'ai suivi sur T25. Qui ont souffert jeunes au banc de l'école pour apprendre le droit, voir des gens venir s'hasarder. Alors, face à toutes ces interprétations politiciennes, il fallait saisir l'instance habilitée, qui est la Cour constitutionnelle. Si l'article est inférieur, vous allez en dire procès d'intention, mais les gens disent que bon, ce sera. Vous risquez de m'emmener dans une perception de choses qui est celle du gouverneur Julien Paluku. Je risquerais de demander que nous fassions fi de toutes nos institutions et que nous soyons dans un État sans institutions. Parce qu'apparemment, on ne fait confiance en rien. L'esprit, quels faits? Les faits sont lesquels? La population s'attendra peut-être à une lecture déjà biaisée des choses. Non, il ne faut pas parler de la population, parler de l'opposition. L'opposition représente la population. Non. Vous aussi, vous représentez Madame, la majorité représente la population. Pas l'opposition. L'opposition. Laissez-moi finir. S'il y a des gens qui peuvent parler au nom de la population, c'est la majorité. Pourquoi? Non, mais démocratiquement. C'est la population qui nous a donné la majorité. La population nous a donné un président de la République. La population nous a donné un président de l'Assemblée. Protéger la minorité. Donc vous ne protégez pas la minorité. Non, on la protège. Non, parce que vous dites qu'elle ne représente rien, Patrick. Non, je ne dis pas que la... Il y a une population qui a voté cette opposition. Non, je ne dis pas ça. Qui se reconnaît dans cette opposition. Si j'ai dit ça, vous m'excuserez. Je ne dis pas que l'opposition ne représente rien. Elle représente certainement une partie de la population. Mais la partie la plus minoritaire. Ça aussi, vous devez le dire. La majorité, donc comme elles sont minoritaires, vous les écoutez pas, on les écoute. Voilà pourquoi vous ne faites pas. Voilà pourquoi il y a eu. Alors à quoi ça sert? Voilà pourquoi il y a eu un facilitateur, parce que c'était une demande de l'opposition. Voilà pourquoi il y aura peut-être l'enrôlement des nouveaux majeurs. Toutes ces demandes sont celles de l'opposition. Mais l'opposition ne doit pas donner l'impression que c'est elle le porte-voix de la population. Le porte-voix de la population, c'est le président de la République. C'est le seul qui peut parler au nom de la population. Le seul. Et l'ensemble des députés majoritaires. Ce sont ceux que la population a désignés pour parler en son nom. Nous pouvons prendre des décisions parce que notre légitimité provient du peuple. Ça ne provient pas d'un caucus à Lubumbashi de 9, 8 ou 7 personnes, non. Notre légitimité provient du peuple à travers les élections. 6 personnes ou 7 peuvent se réunir et conférer la légitimité, je peux même dire divine, à quelqu'un, libre à eux, c'est leur droit. Mais nous, notre légitimité, la légitimité du président Joseph Kabila, provient de la population qui s'est exprimée à travers les élections. Et que nous attendons dans les délais constitutionnels en 2016. Nous souhaitons, nous, la majorité, la légitimité du président de la République ne pourra s'estomper que lorsqu'il y aura
un président de la République qui provient des élections. Dans les délais. Non, ça c'est vous qui le dites. Pas forcément. Cette constitution, non, il faudrait qu'il y ait élection. Nous, on veut que ces élections peut-être se fassent dans le délai. On le souhaiterait. Mais nous, on n'est pas jusqu'au boutiste face à la réalité, face aux faits. Voilà, nous avons clôturé la page politique. Cette émission était éminemment politique vu les enjeux de l'heure. Nous allons clôturer par la réaction de la Sosikine contre l'injustice du gouvernement dans la lutte contre la flambée des prix. Patrick Angala dit, hein, c'est maintenant seulement que l'on ressent. On a été calme pendant 10 ans. Et Joseph Kabila, notre président, nous a représentés aux Nations Unies par rapport au COP21. Face au risque de pression supplémentaire sur le système de production agricole, déjà fragile, l'insécurité alimentaire et le stress hydrique accru, notre devoir à tous est de surmonter l'égoïsme et privilégier une coopération agissante mutuellement avantageuse. Ensemble et sans plus attendre, faisons preuve de responsabilité. Respectons et mettons en œuvre l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il en va de l'avenir de la progéniture de chacun de nous. Il en va de l'avenir même de l'humanité. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Presque tous les produits de première nécessité, même le piment a augmenté au marché. Alors que le même constat est fait dans toutes les villes et provinces du pays, la société civile ville de Kinshasa dit ne pas comprendre l'attitude du gouvernement, apparemment préoccupé à la situation qui prévaut dans l'ex-Katanga. Maître Carlos Mopili crie à l'injustice. Et nous avons salué la décision du gouvernement lorsqu'il a réagi par rapport à l'augmentation du prix de maïs dans la province du Katanga. Et c'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement de aussi prendre des préoccupations des peuples quinois que nous sommes. Le gouvernement national doit agir mutatis mutandis. Il invite le gouvernement central à se saisir de la situation des Quinoises et Quinois qu'il résume en 3 aspects. 3 manières de venir en urgence. D'abord, la question de la stabilité des prix, de la devise des dollars. Aussi, diminuer des taxes avec le marché de l'ouf aujourd'hui qui est en train de nous ravitailler à Kinshasa. Et pour terminer, c'est le prix des carburants. Nous sommes la seule capitale où les carburants coûtent très cher au monde. Mais pourquoi le baril de pétrole a baissé et le prix des carburants ne baisse pas? L'homme a interpellé la troïka stratégique et remet en doute les résultats de ces rendez-vous de chaque lundi. Nous sommes en train d'atterrir, mesdames et messieurs. Nous avons parlé, en tout cas, en quelques poussées de secondes, de la flambée des prix. Patrick Kanga, aujourd'hui, la population vit cette flambée. L'essence, comme l'a dit le monsieur de la Sosikine, les cartes prépayées qui sont à la hausse, bien que Thomas Louak a tapé du poing sur la table pour que ça baisse un peu. Mais cette population vit aujourd'hui cette flambée, c'est assez dur. Hein. Oui, c'est assez dur. Je crois que le gouvernement est en train de travailler pour que des mesures soient prises très vite, pour que nous connaissions de nouveau la stabilisation des prix. Mais il faut aussi dire que les hommes d'affaires profitent souvent. Il y a la loi de la surenchère. Il y a aussi un peu de spéculation où les hommes d'affaires veulent un peu profiter de la petite situation pour essayer de rehausser le prix et faire des bénéfices. Ça aussi, c'est une situation. Je pense que le ministre de l'économie va diligenter toute son équipe pour veiller à ce que les prix puissent être conformes à la réalité économique de notre pays. Par rapport au COP21, Patrick Kanga, la RDC a une forêt grandiose, a des lacs, a des eaux, a des rivières, mais on a l'impression qu'on ne bénéficie pas de ces taxes carbone, de tous les avantages qu'on aurait pu avoir avec ce changement climatique qui aujourd'hui c'est vraiment la bataille du siècle, hein, le changement climatique. Oui, c'est un peu vrai, mais je crois que le gouvernement est en train de tout faire pour que nous puissions être bénéficiaires. Ce gouvernement est toujours en train de faire. Est en train pour que nous soyons bénéficiaires de ce crédit carbone. Le président de la République, sa présence au niveau de la signature de l'accord de Paris,
marque cette volonté de la RDC de pouvoir participer, parce que étant un acteur écologique important, mais des fois il faut aussi que nos experts environnementalistes puissent préciser comment est-ce que l'on obtient, comment est-ce qu'on accède au crédit carbone. Il y a tout un procédé, il faut avoir des projets bancables, bien les présenter, parce que ce n'est pas une affaire que de gouvernement, ça concerne tous ceux qui se trouvent dans le territoire congolais. Et je pense que la balle est lancée à nos experts environnementalistes qui puissent rendre ou vulgariser comment est-ce qu'on accède à ce crédit qui est ouvert à toutes ces populations qui participent à un équilibre de l'écologie mondiale. Merci Patrick Anga, cadre du PPRD. Merci d'être passé à la barre. Merci à vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision. Aujourd'hui, c'est le 24 avril, date de l'ouverture de notre pays à la démocratie. C'est un cadeau, entre guillemets, du maréchal Mobutu qui a permis quand même cette ouverture à la démocratie. Et nous allons terminer encore par cet hommage à Papa Wemba, parce que Papa Wemba, c'était un monument de la musique congolaise. Vraiment, c'est un dimanche très très triste pour la nation congolaise. Moi, j'ai une chanson vraiment que j'aime beaucoup, c'est Maman, parce qu'elle me fait penser à ma mère. C'est une chanson qui me va droit au cœur. Hommage à toi, Papa Wemba, et merci vraiment pour cette chanson. Alors, nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.